Alors une petite vidéo que je mets dans la série parenthèses mathématiques en l'honneur d'un collègue de physique qui fait des vidéos à l'usage de ses élèves pour amener quelques éléments de mathématiques utiles à son cours. Donc l'idée ici, ce n'est pas de me substituer au collègue de mathématiques, mais de faire des rappels sur les notions de maths dont j'ai absolument besoin en sciences de l'ingénieur et peut-être d'y apporter une vision un peu différente, une vision un peu plus, je ne sais pas comment le définir, peut-être efficace, ou en tout cas une vision plus destinée à l'ASI, aux sciences de l'ingénieur. On va commencer très simple, un rappel de géométrie, périmètre, surface, niveau primaire collège, et on ira tout doucement un petit peu plus loin pour retrouver notre niveau de CPGE sur la fin de cette action. Donc, je mets cette série de vidéos en aide personnalisée pour les étudiants qui sont un petit peu en difficulté en mathématiques. Alors, on va voir les histoires de périmètre. Alors, les carrés et les rectangles, je pense que ça posera pas de problème. Triangle, trapèze, et on terminera un petit peu sur ce qu'on peut dire sur le disque. Hein. Alors, commençons simple. Le périmètre d'un carré, alors c'est quelque chose qui doit être absolument maîtrisé. Si le carré a comme côté A, eh ben le périmètre, c'est la longueur de ce qui entoure les quatre côtés, et on obtient donc un périmètre qui vaut 4A. Je pense que ça ne pose pas de difficulté. Pour un rectangle, de longueur petit a, de largeur petit b, eh bien on va avoir la même chose. Le périmètre, c'est ce qui fait le tour du rectangle, et on obtient donc 2 fois a plus 2 fois b, ou 2 fois a plus b. Hein. Alors, je pense que là-dessus, il n'y a pas forcément de relation à apprendre, si ce n'est de réfléchir que le périmètre, c'est ce qui entoure, et puis que les longueurs s'ajoutent. Et je vois pas pourquoi on apprendrait ces relations finalement, ou alors uniquement la relation du rectangle qui pourra s'adapter à celle du carré, sachant que dans ce cas-là, A égale B, et on retrouve le périmètre 4A. Mais honnêtement, je vois pas l'intérêt d'apprendre ces relations, il suffit de réfléchir à ce qu'est un périmètre. Fondamental, un périmètre c'est une longueur, donc en SI, quand on fait un calcul d'une longueur, eh ben, on vérifie qu'on a bien un terme, une homogénéité du résultat en longueur. Périmètre du cercle. Alors là, c'est un petit peu, ça va nous amener 2-3 notions. Alors, le périmètre du cercle, il est directement donné, c'est 2πr, c'est d'ailleurs la définition de pi. Historiquement, pi, c'est le rapport entre le périmètre du cercle et son diamètre. Donc pi, ça devient p sur d, donc on a bien le périmètre qui vaut pi fois d. Donc pi fois d, d c'est 2 fois le rayon, et donc on a tout de suite que le périmètre c'est 2πr. C'est plus la définition de pi qu'on pourrait retenir ici. Hein. Pi, encore une fois, c'est le périmètre divisé par le diamètre. Historiquement, c'est comme ça qu'il a été défini. Alors, plus intéressant, je trouve, c'est la longueur d'un arc de cercle. Alors ça, c'est beaucoup moins connu. C'est un élément important. Prenons un arc de cercle grand L. Cet arc, il est balayé par un angle θ, où il est l'équivalent, donc, sur notre cercle de rayon R, il est vu par un angle θ. Et à ce moment-là, on va pouvoir écrire que cet arc de cercle, cette longueur, c'est R fois θ. Cette relation, elle est déjà beaucoup plus large que la relation précédente, puisqu'on peut retrouver la première. Pour retrouver la première relation, il suffit de remplacer θ par 2π. Et on obtient la longueur. Si j'ai mon angle θ qui fait 2π, à ce moment-là, je couvre l'ensemble de mon cercle sur l'arc. J'ai un arc qui fait l'ensemble de mon cercle, et j'obtiens donc un périmètre qui vaut 2πr. Je rappelle la définition de l'angle. L'angle, c'est la projection de l'arc de cercle sur un cercle de rayon 1, et c'est ça la définition de l'angle en radian. C'est ça qu'on appelle l'angle en radian, et c'est pour ça que l'angle complet, d'ailleurs, fait 2π, 2π fois 1, en fait, et 1 est un nombre sans dimension, mathématiquement, donc le radian est un nombre sans dimension.
Alors on retiendra cette, relation qui est extrêmement importante à connaître avec le petit schéma associé. C'est bien d'avoir les 2 pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir visualiser ce que représente une relation. Je rappelle aussi qu'un angle, lorsqu'on voit un objet à une distance déterminée, que ce soit la Lune, que ce soit n'importe quel objet, on peut le ramener donc sur un cercle de rayon 1 et regarder sa distance. Et cette distance-là, cet arc de cercle sur le rayon 1, c'est l'angle sur lequel on voit cet objet. Donc on va dire que la Lune, on la voit avec tel angle lorsqu'on la voit de la Terre, et si on la voit d'un endroit qui est plus proche ou plus loin, on la verra avec un angle plus grand ou plus petit. Intéressant d'avoir aussi cette notion en tête en même temps qu'on fait un petit peu de géométrie. Donc le radian, c'est une unité d'angle qui est sans dimension. Donc on a bien une unité, mais en fait, hein, c'est ici une distance, et c'est pas vraiment une distance, c'est une distance au sens mathématique du terme, mais c'est pas des mètres, c'est pas des centimètres, c'est la distance sur le cercle de rayon 1, et donc le 1, on ne lui met pas d'unité. Alors c'est un petit peu particulier, mais c'est important de le savoir lorsqu'on fait des équations d'homogénéité. En réalité, le radian, on peut l'oublier parce que c'est une unité sans dimension. On a d'autres éléments comme ça dans la physique qui sont souvent des ratios, hein, c'est le cas ici, la longueur ramenée sur le cercle de rayon 1, hein, donc c'est L sur 2pi. Et on a souvent ce genre de choses où on a des ratios. Je pense au facteur de puissance, par exemple, hein, qui est aussi un nombre sans dimension, et on peut trouver toutes les histoires de rendement qui sont des nombres sans dimension. C'est pas du tout gênant. Alors, si on raisonne en termes de surface ou d'air, on va avoir le rectangle. Le rectangle, l'air, c'est A au carré. Et si on prend le carré, pardon, l'air, c'est A au carré. Et si on prend le rectangle, longueur fois largeur, c'est A fois B. Et bien évidemment, on retient cette deuxième relation uniquement puisque elle englobe le carré, hein, le carré étant un rectangle particulier. Pour le triangle. Alors pour le triangle, soit on apprend les relations, soit on réfléchit. Moi, je suis toujours partisan de la réflexion. Alors cette figure-là, il faut essayer de la trifouiller pour obtenir un rectangle. Donc on peut prendre notre triangle comme ça, on peut le remettre de l'autre côté. Alors là, c'est pas encore vraiment un rectangle. Et par contre, si je prends, vous voyez, le petit morceau à droite et que je le mets à gauche, hein, si je retire ce morceau-là et que je le place de l'autre côté, à ce moment-là, j'ai bien un rectangle. Alors, quelle va être la surface de ce rectangle? Eh bien, je vois qu'ici, j'ai B, et que de là à là, j'ai H. Donc, toute cette surface-là, c'est B fois H. Et j'oublie pas que j'ai dû utiliser 2 triangles pour faire ma surface. Donc, j'obtiens assez immédiatement que la surface, c'est B fois H sur 2. Une autre façon de voir les choses, c'est de couper mon triangle en deux, suivant la hauteur, de prendre ce petit bout-là et de le retourner, de le mettre de l'autre côté, et de prendre ce gros bout de triangle, de le retourner et de le mettre de l'autre côté. On obtient la même chose, on obtient un rectangle qui a ici petit b et qui a petite h en largeur. Et donc, une surface qui vaut b fois h, et comme on a deux triangles pour faire toute cette surface, b fois h sur 2. Je pense qu'il est plus intéressant de savoir refaire rapidement cette petite démonstration de la relation plutôt que de la prendre par cœur. Alors forcément, s'il vous faut 1 heure pour retrouver la démonstration, si vous n'y arrivez pas, c'est embêtant, mais il est toujours plus intéressant de savoir réfléchir que d'accumuler des formules dont on ne sait pas d'où elles sortent. Et en réalité, c'est un petit mélange des deux. Je connais peut-être cette formule, j'ai un petit doute, je suis capable de refaire la formule. Ah ben oui, c'est bien ça. Donc on peut retenir quand même cette formule pour le triangle, base fois hauteur divisé par 2. Alors si on prend maintenant une figure un petit peu plus complexe, comme un trapèze, eh bien, il va falloir essayer de faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire ce trapèze, essayer de le transformer et de le prendre 2 fois pour obtenir un rectangle. Donc on peut déjà le retourner et le mettre à côté. On peut ensuite retirer ce morceau et le mettre de l'autre côté. Et voilà, à ce moment-là, j'ai à nouveau mon rectangle.
Rectangle qui aura donc un A plus B d'un côté, H sur l'autre. Donc sa surface, c'est A plus B fois H. J'en ai deux, A plus B fois H sur 2. Voilà une relation qu'on peut connaître sur le trapèze. Là aussi, je ne pense pas qu'il faille s'encombrer de nombreuses formules en tête ou de nombreuses relations. Je pense qu'il est plutôt intéressant de savoir retrouver la surface du trapèze à partir de ce que l'on connaît déjà. Et si on s'en sert souvent, on finira par la retenir. Une autre façon de faire, c'est un petit peu comme notre triangle de tout à l'heure, c'est de prendre, de dire qu'on a un rectangle ici. Ce rectangle, c'est A fois H. Et on a deux triangles. Ces deux triangles, c'est C fois H sur 2, D fois H sur 2. Hein. On a donc trois surfaces. On les additionne. A fois H, et puis ici, on met H sur 2 en facteur. Ça, c'est C plus D. Et bien, C plus D, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement B moins A. Et puis, on tripatouille tout ça, et on obtient la relation finale qui est claire, qui est A plus B fois H sur 2. Alors, on peut très bien ressortir la formule finale ou travailler avec ces relations pour le calcul de sa surface. Encore une fois, il faut prendre le temps de la réflexion, il faut prendre le temps de savoir s'en servir. Finalement, ben oui, je sais pour le rectangle, ben oui, je sais pour le triangle. Je prends mon petit papier et je dessine mes triangles, mes rectangles, je mets les valeurs et puis voilà. On a également souvent ce genre de figure dont on veut déterminer la surface. Ça, c'est assez courant, effectivement. Alors, on va en prendre deux, on va les mettre l'une derrière l'autre, tout simplement, et ça me fait un beau rectangle. Ce rectangle, eh ben, il a A sur un côté, H1 plus H2 sur l'autre côté, je divise par 2, et donc on retrouve la relation A égale H1 plus H2 fois A sur 2. Bah oui, c'est un trapèze aussi, hein, donc on peut faire exactement la même relation que tout à l'heure, sauf qu'il n'était pas présenté dans le même sens. On peut également dire qu'on a un rectangle plus un triangle, donc on a A fois H1 plus H1 moins H2 fois A sur 2. Et on y va. H1 fois A plus A fois H2 moins H1 sur 2. On triture tout ça et on retrouve nos relations H1 plus H2 fois A sur 2. Voilà une autre façon de déterminer l'aire de mon trapèze. Alors, on va s'amuser un petit peu ici avec le calcul de l'aire d'un disque. Et là, on va essayer de faire des choses qui sont pas vues au collège normalement. Hein. Et on va regarder comment on peut calculer la surface d'un disque. Alors, on va faire des petits calculs là. J'espère que vous allez me suivre. L'idée n'est pas réellement de retenir tout ça, on retiendra que le résultat final, mais l'idée c'est de suivre ce raisonnement et de le comprendre. Alors, on va raisonner sur un petit triangle. Alors, en réalité, ce n'est pas un triangle, hein, puisqu'à l'autre bout, DL, c'est un arc de cercle. Donc, ce n'est pas parfaitement droit, mais on va considérer que c'est droit. On retient hein, que c'est une approximation de remplacer finalement un arc par la corde de cet arc. Et on va dire qu'on a une petite surface ici. Alors, on a un petit angle, alors, dθ. La notation dθ nous dit que θ, c'est tout petit. Hein, c'est une petite variation de θ. Et dl, c'est la petite variation de longueur qui est associée au mouvement dθ. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'il faut entendre ces notations dθ, dl. Alors le dθ, hein, ça vient de delta θ, donc la différence entre deux positions de l'angle. Et on ne dit pas delta θ, on dit petit d parce qu'en fait c'est tout petit. Hein, c'est ça qui se cache derrière. Et le dl, c'est la longueur qui est associée à dθ. Alors on utilise la relation qu'on connaît déjà, qui nous dit que dl, c'est r dθ. Et on va donc parler d'une petite surface, ici un petit triangle ds, dont on va déterminer la surface. Alors ds, si je considère que le dl est une petite portion de droite, c'est r dl sur 2, hein, c'est un triangle. Il faut aussi que je considère là que la hauteur, pour mon triangle, que la hauteur c'est les deux côtés de mon triangle isocèle, ce qui n'est pas vrai dans l'absolu, mais ce qui se rapproche de la vérité si dθ est tout petit. Hein, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, s'il y a des problèmes, je pourrais peut-être expliquer ces approximations
euh, pourquoi pas sur une vidéo, hein. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me demander plus d'explications. Ça sera de toute manière des explications, comment dire, visuelles, hein. Mon objet ici n'est pas de faire une démonstration mathématique rigoureuse euh, sur ce thème, hein. Je ne veux pas me substituer au prof de maths. Alors, je remplace par les éléments connus, hein, je remplace le dl par r dθ, et j'obtiens donc le ds, donc qui est l'élément de surface tout petit associé à la variation d'angle dθ, donc de rayon r, et dl en face de mon triangle. Voilà. Si j'ai n portions, si je mets n triangles, ça veut dire que l'ensemble de mon cercle, 2π, je l'ai découpé en n. Ça veut dire que dθ, ça vaut 2π sur n. À ce moment-là, le ds, il devient r carré fois 2π sur 2n, c'est-à-dire r carré fois π sur n. Je pense que jusqu'à là, on me suit. Et à ce moment-là, l'air, regardez bien, ça devient la somme de toutes mes portions d'angle, donc de i égale 1 jusqu'à n, de r carré fois π sur n. Mais souvenez-vous, pour que je puisse le dire, ça, il faut que dθ soit tout petit. Donc en fait, c'est la limite de cette somme, lorsque n tend vers l'infini, de ma somme d'éléments r carré fois π sur n. Donc c'est une somme qui va tendre vers l'infini, lorsque n tend vers l'infini, de ces éléments-là. Vous voyez? Alors c'est une écriture mathématique que vous avez peut-être vue en terminale, ou que vous verrez peut-être cette année, mais je pense qu'elle s'entend bien. Pour que ça marche, mon truc, il faut que je fasse tendre vers l'infini. Parce que si n tend vers l'infini, dθ est nul. Et à ce moment-là, la hauteur, c'est bien le rayon de mon disque. Et dl est de longueur nulle. Et bien, donc, c'est bien une droite quelque part. Vous voyez, on ne va plus faire de différence entre l'arc de cercle et le petit bout de droite, hein. Donc, à la limite, mon calcul de surface, il va marcher. Donc, je vais le faire. R est constant, π est constant. Je sors tout ça, hein, puisque ça ne bouge pas. N est constant en fait, hein. J'aurais même pu le sortir, mais je pense que c'était plus lisible ou plus compréhensible si je le laissais. J'ai la somme de i égale 1 jusqu'à n des 1 sur n. N est constant, hein. Donc, il y en a n, de 1 à n, il y en a n, donc ça fait n fois 1 sur n, donc c'est 1 sur n, plus 1 sur n, plus 1 sur n, plus 1 sur n, on le fait n fois, et donc tout ça, ça fait n sur n, ça fait 1. Et lorsque je fais tendre n vers l'infini, ça ne bouge pas, ça fait toujours 1. Et donc, de cette façon-là, je montre bien que l'air, c'est pi r carré. Voilà, ça c'est... alors, l'idée ici n'est pas de vous démontrer que l'air, c'est pi r carré, hein. Enfin, on arrive au résultat et c'est tant mieux, mais c'est de vous montrer un petit peu, de vous familiariser un petit peu avec la notation dl, dθ, ds, une somme infinie. En réalité, on va souvent écrire plutôt les choses comme ça, nous. On va dire que notre ds se trouve à un angle θ, et on va dire que l'air, c'est une somme infinie. Le signe intégral, finalement, le S, il signifie somme, d'éléments infiniment petits ds. En réalité, quand on écrit ça, quelque part, on écrit ça. C'est une somme infinie pour les différentes valeurs de θ, donc qui part de θ égale 0 jusqu'à θ égale 2π de tous les éléments ds. Je remplace par la valeur de ds dans mon calcul intégral. Le r est constant, le 2 est constant, donc je sors tout ça de mon intégrale, r carré sur 2, et puis l'intégrale de dθ, une primitive de dθ, c'est θ. θ entre les bornes 2π et 0, ça fait 2π, et je retrouve mon r qui vaut r carré sur 2 fois 2π, mon r qui vaut donc pi r carré. Alors l'idée, vous voyez, c'est de vous présenter un petit peu ces deux éléments-là. C'est la première fois qu'on le voit, c'est la première fois qu'on l'utilise. Vous allez l'utiliser très souvent en physique et en SI parce que c'est une notation d'ingénieur qui permet de faire des calculs assez complexes. Et qui est extrêmement puissante. C'est surtout une méthode et une façon de travailler qui est extrêmement puissante. C'est la base de la physique, hein, qui est autre chose que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, normalement.
Voilà, encore une fois, il faut pas tout comprendre, forcément. Si vous comprenez tout, c'est tant mieux. Il faut surtout être, commencer à avoir la petite musique et à comprendre un petit peu tout ce qu'on a appris, même si les calculs, les notations, ça vous paraît un petit peu obscur. Eh bien, ces éléments de détectac est tout petit et ces approximations qu'on peut faire, finalement, tout est là lorsque le détecta va tendre vers zéro et ce que je peux écrire comme simplification de calcul. Voilà, du coup, on va faire quelque chose de plus simple, hein. On va essayer d'encadrer un petit peu. Alors, vous avez toujours l'idée que c'est pi r carré, ou des fois, c'est peut-être 2 pi r carré, ou on ne sait jamais trop. Souvent, les étudiants, voilà, vous n'êtes pas à l'aise. Pourtant, c'est assez simple, hein. Il suffit que j'écrive mon cercle, hein, regardez un petit peu, et je l'inscris dans un carré. Mon carré, il aura comme côté 2R. Donc la surface de ce carré, c'est 4R carré, et je vois bien que ma surface ici, du disque, est inférieure à 4R carré. Donc ça ne peut pas être 2 pi R carré, parce que 2 pi, ça fait 6, hein, et pi, c'est 3,14. Donc 3,14 fois R carré, c'est bien plus petit que 4R carré. Donc on ne peut pas se tromper, on ne peut pas écrire. Si on a un doute, on redessine notre disque, on met le carré autour, hein, et on se rend compte qu'on a 4 portions, on a 4 fois R carré. Hein. Ici c'est R, ici c'est R, donc là j'ai R carré, là j'ai R carré, là j'ai R carré, et je vois bien que mon cercle, 4R carré, vous voyez. J'ai plein de façons de le voir, visuellement je le vois très vite, et donc je ne peux pas me tromper en recherchant est-ce que mon R c'est 2 pi r carré ou est-ce que c'est pi r carré. Alors déjà, si on dit que l'air c'est 2 pi r ou pi r ou pi d, alors là ça me met en colère parce qu'une r, il faut qu'il y ait un terme avec une distance au carré. Hein, donc déjà 2 pi r ou pi r, on oublie totalement, ça, on sait qu'on a faux. Donc c'est du r carré, c'est du pi r carré ou de 2 pi r carré. Eh bien, c'est fini, on sait. On réfléchit un petit peu et on sait si on l'a oublié ou si on a un doute ou si on le sait. J'en profite pour mettre le cercle qui se trouve à l'intérieur. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On va trouver notre rayon ici. On va avoir deux distances A et A. On va donc claquer un petit coup de Pythagore. Ça nous permet de revenir sur Pythagore, toute cette histoire. Donc A carré plus A au carré, hein, le carré de l'hypoténuse ici, qui vaut donc 2R, que je mets au carré, c'est 4R carré. Et les côtés opposés à l'hypoténuse, qui valent tous les deux A. Donc A carré plus A carré égale 4R carré. Ça fait 2A carré égale 4R carré. Ça veut dire A égale racine de 2R. Donc mon rectangle, il a comme côté racine de 2R. Mon carré, pardon, il a comme côté racine de 2R. Et maintenant, pour sa surface, racine de 2R fois racine de 2R, ça fait 2R carré. Et je dis que mon aire du disque est forcément plus grande que ce carré qui se trouve inscrit dans le cercle. Et donc très immédiatement, si je fais les deux, je vois que A1 est compris entre, que A est compris entre A1 et A2, A étant l'aire de mon cercle, A1 qui est le plus petit, le carré inscrit, et A2, le carré qui contient mon cercle. J'en déduis que 2R carré, c'est plus petit que pi r carré, qui est plus petit que 4R. J'en déduis que pi est entre 2 et 4, et ça nous fait une première approximation de pi. Voilà. Tout ça, bon, pour faire un peu de gymnastique intellectuelle, ça nous a permis de revoir les principales notions, périmètre, R, sur les principales figures géométriques, carré, rectangle, triangle, trapèze, etc. Un petit élément pas fondamental, hein, c'est une première approche de ce genre de petites choses. On utilisera ça quand on fera les dérivés, quand je présenterai les fonctions, la notion df sur dx, dy sur dx, etc. Essayer de donner un peu de sens à cette notation physique qu'on utilise plus souvent en physique qu'en mathématiques finalement, et un petit peu de gymnastique intellectuelle, à bouger ces petites formes, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est important de travailler. C'est assez simple en même temps, mais ça mobilise pas mal de petits réflexes, de petites choses à savoir. Voilà, il y aura d'autres vidéos de parenthèses mathématiques. Je pense en faire une tous les mois à peu près sur des petites notions à venir.